Bonjour à tous, vous suivez Échange, une émission de Maïso.com. Nous sommes à Ottawa, capitale du Canada, pour la conférence organisée par le Congo. Une conférence qui n'aurait pas eu lieu sans le concours d'un professeur, un scientifique de cette université, le professeur Kiringa, que moi j'appelle souvent l'élu de Koutou. C'est un membre éminent de l'IDPS. Et on a la chance de l'avoir aujourd'hui, donc nous allons lui poser quelques questions. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur d'université, un scientifique. Je sais que les scientifiques congolais, il y en a un peu partout. Mais un scientifique dans une université, ça impressionne toujours. Quel est votre parcours, professeur? Oh, j'ai un parcours assez long. Hein. Veuillez résumer si vous voulez. J'ai quitté le Congo en 88. Je suis allé en Allemagne. J'ai fait 8 ans et demi. J'ai étudié là-bas. Et avant d'aller en Allemagne, j'étais au faculté catholique de Kinshasa. J'ai en fait une licence en philo de l'université catholique de Kinshasa. Et puis je suis allé en Allemagne où j'ai étudié les sciences. J'ai terminé avec une maîtrise. Et de là, je suis allé à l'université de Toronto où j'ai fait un doctorat en sciences, donc en informatique. Et j'ai terminé là en 2002 et de là je suis venu à l'université d'Ottawa, je suis joint comme professeur. Et depuis lors, ça fait 17 ans que je suis à l'université d'Ottawa. Je suis professeur ordinaire, comme on dit au Congo, full professeur. C'est quand même assez impressionnant et je connais une dame, ma mère, qui disait « Moi, nous sakata nanga 20 ». Bon, maintenant, ça fait plaisir d'entendre du Kistakata. On m'avait déjà dit que vous connaissiez la langue. J'essaie d'apprendre. Mais moi, je parle pas. Moi, je suis un peu polyglotte, j'apprends beaucoup de langues. Alors, moi, j'ai grandi à Bokoro, donc je suis né là, j'ai grandi là-bas. Grand séminaire. J'ai été au petit séminaire de Bokoro. Voilà. Le fameux petit séminaire de Bokoro, oui. Par où sont passés Monseigneur le cardinal, oui. Lensinga Oudou. L'élite du Maïndombe est passée par le petit séminaire de Bokoro. Alors, si vous êtes connu au niveau des Congolais, pas seulement en tant que scientifique, mais vous êtes connu comme membre d'un parti politique, l'UDPS. Oui, je suis membre de l'UDPS. Vous êtes l'élu de Koutou. Je suis fier de l'être. Ça fait combien d'années? Presque un quart de siècle, près de 30 ans que je suis membre. Moi, j'ai été militant. Je ne suis pas seulement scientifique, mais je suis un militant aussi. C'est comme ça que quand je prends la parole, quand j'interviens, j'ai un blog sur Facebook, par exemple, où j'interviens souvent. Les gens ils pensent toujours que moi je suis juste scientifique. Non. Moi je me préoccupe beaucoup de ce qui se passe au Congo et j'ai à cœur que ce pays se relève et aille de l'avant. Et tout ça. Et comme vous le dites, en 2011, j'étais à Koutou et j'ai gagné, je crois. Même si beaucoup de gens à cette époque-là avaient été nommés, moi j'ai gagné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez candidat? Est-ce que vous êtes au Canada, vous avez un bon niveau de vie, vous êtes professeur ordinaire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez candidat de l'UDPS et à Koutou? Oui. En fait, si je devais être égoïste, je n'ai aucun incentif matériel pour aller être candidat dans une élection au Congo. Je ne suis pas fondamentalement un politicien. Je suis un citoyen, je suis un professeur d'université avant tout, mais j'ai un passé de militant. J'ai à cœur que ce pays aille de l'avant. Et c'est pourquoi, comme l'adage le dit, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, surtout médiocre de chez nous, s'occupe de vous. C'est comme ça que moi je m'occupe aussi de politique, jusqu'à ce que finalement ce pays soit dirigé par de bons dirigeants. Comme ça, à ce moment-là, je m'en vais juste faire l'université. Pour cette élection-là, vous qui étiez à l'extérieur... oui. La présélection, c'était comment? D'abord, j'étais pendant longtemps représentant de l'UDPS au Canada. Et j'étais très proche d'Étienne, donc il cherchait souvent mes conseils et je les lui donnais. Et on a fait beaucoup de choses pour lui. Et il avait certainement beaucoup de considération pour moi. Et c'est lui qui m'a appelé, lui-même. Il appelait rarement les gens, mais il appelait les gens pour qu'il avait la considération. Il m'a appelé, il m'a dit « Ah Claude,
on ne voit pas clair dans le banc de nous. Est-ce que tu pourrais pas venir pour être candidat? Un peu comme on dit ici, candidat vedette ou candidat phare. Parce qu'ils verront qu'un professeur d'université vient pour être candidat. Et je l'ai fait avec gaieté de cœur. Et je crois qu'on a fait du bon travail au Maïndo. Parce qu'il a obtenu quand même un score quand même assez énorme. Hein? Ah oui. Au lac, il avait obtenu 84 à 86%. Et là, les extrémistes de l'IDPS ne parlaient pas de tribalisme. Hein? Non. C'est malheureux parce que Étienne n'était pas un tribaliste. C'était un grand visionnaire, un leader national. Anne-Marie Cros a écrit dans la Libre Belgique ou Le Monde Afrique, je ne me rappelle plus, qu'il a détruit l'IDPS à cause de son tribalisme. Qui, Étienne? Oui, c'est Anne-Marie Cros. Non. Étienne avait la vision. Et je peux vous dire qu'il cherchait beaucoup de conseils chez des gens insoupçonnés. D'abord, je dois vous dire que Valentin Moubaké, c'était peut-être la personne en qui il avait le plus confiance ces 25 dernières années. Au point de le désigner Premier ministre, c'est comme il a absolument. Et nous avons les preuves de ça. Donc c'est pas Félix Tshisekedi qui l'a désigné? Non. Étienne avait désigné Valentin. Et c'était tellement clair. Il y a des choses dont je ne peux pas parler ici. Hein. Ça, je comprends parfaitement votre réserve. Et que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. Et parce qu'il avait totalement confiance en ce monsieur. Étienne, c'était quand même un politicien de longue date qui en a vu de toutes les couleurs. Il était là depuis 60. Et donc, il a eu toute sa dose de trahison, de médiocrité de politicien congolais. Et qu'il fasse confiance en certaines personnes, ça veut dire que vous méritez vraiment sa confiance. Et je sais que c'est lui qui l'a désigné. Ah oui, c'est très clair. Alors, lorsque les élections ont eu lieu, il avait décidé que, suite à la fraude électorale, à la présidence dont il a été privé, il a décidé que vous n'alliez pas au Parlement, disons, tous les élus de l'UDPS. Vous regrettez d'avoir obéi ou pas? Non. Si c'était à refaire, je le referais. Moi, je suis allé parce qu'il m'a appelé. Il m'a dit il faut que vous soyez candidat, etc. Il a accepté de bon cœur et on a mené une très bonne campagne dans le lac. Et quand après lui n'a pas été proclamé et qu'on lui a volé sa victoire, ça nous est resté en travers la gorge. Et je lui avais fait ma promesse personnelle en disant vous avez gagné. On ne peut pas vous voler la victoire comme ça. Je ne me vois pas, moi, aller au Parlement congolais. Et ça, c'était avant que lui n'envoie son mot d'ordre. Hein. On a eu une conversation privée. Je lui ai dit, Président, je vais rentrer à Ottawa. Ne comptez pas sur moi pour être au Parlement congolais parce qu'on vous a volé la victoire. Et je ne me vois pas, moi, sachant qu'on vous a volé la victoire, me mettre debout et aller dans un Parlement où un jour on verra Kabila, appelons-le ainsi, entrer et se faire appeler président, et moi voir ce monsieur passer, l'appeler président, c'est impossible. Et après, donc, il a donné son mot d'ordre, et pour moi, c'était une chose naturelle à faire. Je ne pouvais pas aller dans ce Parlement. Et pourtant, sa propre sœur y est allée. Oui. Madame en Tcheka. fait, il n'y a que 2 personnes qui ont vraiment suivi ce mot d'ordre. Hein. Peut-être 3. Diomi, Eugène, je crois que Eugène Diomi a suivi le mot d'ordre aussi, mais je ne sais pas si ce sont les circonstances qui l'y avaient forcé. Je sais que Mbouza Niamisi, lui, c'était simplement les circonstances. Il ne pouvait pas être là. Je crois que Kabila lui en veut beaucoup, comme vous le savez, pour une raison qu'on connaît tous. Mais au sein de l'UDPS, il n'y avait que Jean Maouéja, qui est aujourd'hui gouverneur en Mbujimaï, et moi, qui n'avons jamais mis nos pieds dans ce Parlement. Et Félix Tshisekedi avait été élu, donc lui, il a mis les pieds au bas. Je crois qu'un jour, j'avais eu une conversation avec Félix à ce sujet, ou avec un de mes amis d'Ottawa ici, qui était aussi élu au Parlement à Kamiji. Il était venu me voir, il a dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je lui ai dit, les choses sont claires pour moi je n'irai pas. Et je t'encourage à ne pas y aller parce que tu ne peux pas avoir mis la tête de Tshisekedi sur ton ventre partout en disant je fais campagne pour lui et puis on lui vole la victoire comme ça. Et notre potentiel de député, c'est pas celui-là qu'on avait. On avait un potentiel beaucoup plus grand. Et donc moi je n'irai pas.
vous encourage à ne pas y aller. Mais bon, qu'est-ce qu'on a appris? Je crois que les images aujourd'hui, c'est l'histoire. Oui. Félix, je vais l'appeler ainsi parce qu'on se connaît très bien, il est allé, il a dit publiquement qu'il n'allait pas, etc. Mais la nuit, il allait chercher l'argent du Parlement. Ça, c'est bien connu. Et la sœur du vieux Étienne, oui. elle, carrément, a dit moi, je vais à ce Parlement. Elle y est allée. Sa sœur est allée au Parlement. Félix, lui, il proclamait la journée qu'il n'y allait pas, mais la nuit, il allait chercher le salaire. Alors, Quand elle a été pris la main dans le sac, alors là, elle s'est dit, oh non, j'y allais parce que je veux le donner à ceux qui m'ont élu à Mboujima. Les gens de Mboujima n'ont jamais vu la couleur de son argent. Bien, maintenant, il est président. Je vais vous poser une question qui va paraître peut-être niais. C'est une consécration pour l'UDPS ou c'est une déception? Non. En 2006... Vu par quelqu'un de l'UDPS et de l'intérieur. Je vais venir à ça. Mais avant ça, je retourne un peu en arrière. En 2006, quand la bataille faisait rage, allons aux élections, où est-ce qu'on n'y va pas? Étienne Tshisekedi avait refusé qu'on s'engage dans ces élections de 2006. Et je me rappelle, il y avait des milliers de gens qui sont venus devant sa maison pour lui demander de nous amener aux élections, qu'on soit sur les listes électorales. Et il est sorti devant sa porte, il est monté sur un escabeau pour parler à la foule qui était dehors. Il a dit, je veux bien les élections, etc. Mais, et il disait ça en lingala, élection où il y a fenêtre, cette phase m'est restée très ancrée dans la tête. 37 ans de construction d'un parti, 37 ans de construction d'un parti aussi merveilleux, j'en parle parce que je peux me considérer comme un de ceux qui ont vraiment travaillé dur à construire ce parti. Et j'en suis fier. Et ces 37 ans ne devaient pas accoucher d'une souris de ce genre-là. L'UDPS devait fonctionner de manière correcte et pas de manière calamiteuse pour aboutir à carrément un arrangement du genre qu'on a vu. Moi, je crois en ces chiffres que l'Église catholique a publiés. Pour des raisons évidentes. Je connais le sérieux de l'Église catholique, j'en suis un peu le produit moi-même, et ils ont fait un travail formidable. Et c'est Martin qui a gagné les élections, c'est très clair. Je le dis avec d'autant plus je dirais, de conscience tranquille que je n'ai pas participé à ces élections. J'aurais pu être candidat à Koutou. Je te dis, si j'étais candidat à Koutou, j'aurais eu un vote double de celui de la fois, parce que les gens ont vu que j'avais raison. Et il n'y a personne à Koutou qui pourrait me battre. Alors, mais moi, je ne le faisais pas pour mon ventre ou pour moi. C'est pour l'intérêt supérieur des Congolais. En 2006, en 2011, c'était la même chose. Je suis allé pour ça. Et donc, je me suis dit, aller à ces élections, moi être au Parlement, bon, ben écoutez, je vais avoir les 13 000 $ qu'on donne au Parlement en m'asseyant. Hein, c'est ça qu'il faut, hein, la plupart de ces députés-là, c'est ça. Alors, il y a quelque chose... Donc, je ne suis pas allé à ces élections et j'ai l'âme tranquille pour ça. C'est ainsi que je peux parler avec beaucoup de liberté et juger la situation actuelle. Vous êtes toujours à l'UDPS ou pas? Moi, je suis un membre de l'UDPS. Mais je ne reconnais pas cette direction calamiteuse qui a été mise frauduleusement sur pied. En fait, le congrès qu'ils ont organisé était totalement falsifié. C'est un autre débat. Hein. Mais la question principale, c'est celle de savoir ce que je pense du résultat actuel. Non. Je ne suis pas allé à ces élections, mais de tout ce qu'on a vu et des témoignages des gens sérieux, comme l'Église catholique ou le collectif des églises protestantes, Martin les a gagnés. Je connais très bien Martin parce qu'on a travaillé pour Tshisekedi en 2011 ensemble. On a eu énormément de réunions de stratégie pour faire gagner Tshisekedi. C'est quelqu'un que je connais très bien.
il a gagné. C'est lui qui a gagné, de loin. Et Félix et Chadari avaient presque le même score. L'un sur l'autre. L'un avait 16, l'autre avait 15%. C'est ça. Et donc, à mon avis, ce que Félix a fait est extrêmement grave. Il aurait fait progresser le combat de l'UDPS en refusant un tel arrangement, en disant « je n'ai pas gagné, je ne rentre pas dans ce genre de combat ». Et il serait dans une position beaucoup plus forte aujourd'hui, et peut-être qu'un certain nombre de questions internes pour lesquelles on lui reproche beaucoup de choses, comme cette succession dynastique arrangée comme dans une boutique, on aurait pu le lui pardonner s'il avait été comme son père. C'est-à-dire, il aurait dit, je n'ai pas gagné ces élections, je n'accepte pas cet arrangement. Et je crois que c'est un peu la position que j'ai entendue du cardinal. Oui, du cardinal dans l'interview qu'il a donnée à la Libre Belgique. Malo, il y a une réaction qui me vient un peu à l'idée. Pour moi, il n'a pas gagné. Et il aurait dû ne pas accepter un tel arrangement. Kabila serait tombé aujourd'hui. Parce que Kabila cherchait désespérément une porte de sortie. Et il a eu dans ce cas d'espèce. Il lui a donné en fait des béquilles. Alors, je voulais que vous réagissiez à quelque chose. J'ai en face de moi. C'est un jugement froid que je porte sur la situation. Ça n'a rien à voir avec contre quelqu'un. Félix et moi, on se connaît très bien. C'est quand même le fils d'Étienne. Étienne était mon ami. Je ne peux pas avoir des sentiments inutiles vis-à-vis de son fils. Oui, mais je le juge, Félix, lui comme individu, comme adulte. Ça n'a rien à voir avec son père. Alors, je voudrais que vous réagissiez à quelque chose. J'ai en face de moi un professeur d'université scientifique, membre de l'UDPS. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que ces partis n'ont pas de compétences. Que dans ces partis, il y a des gens, c'est un parti, je ne vais pas employer les termes, des gens qui n'ont pas fait d'études, des parvenus, des opportunistes qui sont là. Ce n'est pas quelque part l'échec de vous autres intellectuels. Non. Il faut avoir un regard historique sur la chose. L'UDPS est un parti de masse. Il a toujours été un parti de masse. Ça veut dire, c'est un parti qui acceptait que l'homme de la rue, le chômeur, etc., a son mot à dire dans l'évolution des choses de son pays. Il peut être membre d'un parti politique et on doit écouter ces gens-là, etc. Mais être parti de masse ne signifie pas dire que c'est the rule of the mob, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est la loi de la foule. Non. C'est un parti qui doit bien s'organiser. Il doit être dirigé par des responsables compétents. Mais on a vu l'évolution ces 6 dernières années. En fait, depuis 2013 environ, c'était la catastrophe, c'est la dérive qui nous a amenés là où on est. Et ça a amené en fait à une situation où les gens sérieux ont dit on ne se mêle pas des histoires de Félix là avec cette direction qu'ils ont mise sur pied de manière frauduleuse. C'est ça. Alors, en fait, le problème ici, c'est l'intelligentiel de l'UPS a pris du retrait. C'est-à-dire, nous, on ne se mêle pas de la médiocrité. Il y a dans l'UDPS des gens extrêmement compétents, des gens d'une très grande classe. Des gens comme le professeur Wangou, ou des gens comme Willy Tilenghi en Afrique du Sud ou en Europe. Des gens qu'on a parfois vilipendés pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi. Des gens sages comme Muntuntu, que vous connaissez certainement, et bien d'autres. Des gens qui ont une histoire, qui sont compétents, et certains travaillent dans un contexte formel. Des gens comme Valentin Moubaki. Ce garçon est dans ce pays certainement l'un des politiciens les plus intelligents que je connaisse. Et quand vous avez des gens comme ça, vous ne leur rendez pas la vie difficile. Vous faites tout pour les promouvoir, pour faire en sorte que ces gens donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le parti politique. Au lieu
de leur mettre des bâtons dans les roues pour des raisons, pour une raison ou une autre. Il y a beaucoup de raisons. Hein. Je ne veux pas entrer dans le détail. Certains. Je comprends que notre base était à peu près 40 à 50% kassaïenne, hein, la moitié de la base. Et nous, on était fiers, nous, on est fiers de la base kassaïenne, parce que dans un pays, quand vous avez des gens pour vous, vous les gardez pour vous. Ce que vous allez faire, c'est étendre. Hein? Vous n'allez pas dire, bon, nous allons chasser une partie de notre base kassaïenne parce qu'il faut accommoder les autres. Non, 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 non. Vous gardez. Au contraire, si 100% des kassaïens peuvent venir avec notre parti, ben c'est bon. Vous les gardez, mais vous faites une extension. Vous faites une extension. Et c'est ça qu'on n'a pas fait ces 7 dernières années. Il y a des gens qui ont voulu prendre le pouvoir dans le parti sur base ethnique, malheureusement. Et on réduit la direction à la famille. Et je crois que tout est clair. Quand vous regardez les listes de nominations, etc., comment voulez-vous que ça saute aux yeux? Donc, et il faut rendre justice à beaucoup d'intellectuels kassaïens. Hein. Il y a un gros des intellectuels kassaïens qui n'acceptent pas cette façon de faire les choses parce que ça les met en porte-à-faux avec les autres dans le pays. Et ils sont intelligents, ils savent ça, ils n'acceptent pas ça. Et ils sont victimes. Et ils sont victimes, comme tout le monde. En fait, ils sont victimes d'une clique qui a pris le parti en main et a mené à la dérive actuelle. Comment voulez-vous qu'on nomme comme secrétaire général des gens qui ne savent même pas lire et écrire, hein? Des gens qui ne savent pas aligner des phrases, etc. Malheureusement, c'est ça. Donc, ce leadership-là, il n'a rien à voir avec moi. Alors, pour terminer, Etienne Tshisekedi sera rapatrié au Congo le 30 mai. Qu'avez-vous à dire en quelques phrases pour votre ami? Le vieux Titi, c'était un type extraordinaire. C'est dommage qu'il soit mort. S'il avait vécu, il y a beaucoup de choses qui se seraient passées différemment. Donc, ce que je peux dire, c'est que Dieu ait son âme. Et c'est mon mentor. C'est mon mentor. Et j'avais eu une conversation un jour avec Félix, quel que soit tous ses problèmes, pour lui présenter mes condoléances. Donc, votre père, c'était mon mentor. Et je peux me considérer comme étant son ami. Mais je ne veux pas qu'on politise la mort d'Etienne Tshisekedi, comme ça a été fait depuis le début. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. C'était le professeur Claude Kiringa, presque à côté de son bureau, hein, presque à côté de son bureau, parce que nous sommes dans un des amphis de l'Université d'Ottawa, faculté des sciences. Vous êtes au 5e étage. Et faculté de génie. Ah, faculté de génie. Ici, c'est l'école de génie électrique et d'informatique. Et au 5e niveau, c'est un peu l'étage des professeurs. C'était un plaisir. Moi aussi, c'était plutôt un honneur. Vous faites un excellent travail d'éclairer les gens et continuer de soutenir nous tous. Et la conférence tout à l'heure avec Patrick et les autres intervenants était vraiment éloquente. Je crois qu'elle a contribué à faire avancer la cause du Congo. Merci beaucoup, professeur. Au revoir. Au revoir.